de viande, ça, il pouvait en parler des heures, savait goûter les légumes secs et les cuisiner simples et bons, en 2019. Voilà, Gilles est un passionné, vous allez voir, de la transition alimentaire, de la cuisine alternative. Donc les équipes ont eu la chance de pouvoir, l'interviewer. Ça a pris un peu de temps. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo qui a été montée avec, je dirais, un résumé, total d'un peu ce qui a été le travail et tous les petits points de la commission. Gilles va en parler indirectement, et par la suite, après qu'on aura ces 14 minutes de Gilles Davot de vidéo, derrière, on va enchaîner avec toutes les recommandations et ce qu'on pourrait tous faire ensemble pour améliorer notre quotidien, je dirais, au niveau de la transition alimentaire. Voilà, donc Camille, je pense que c'est toi qui lance ça. Voilà, donc on lance la petite vidéo de Gilles Davot. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Audrey et je lance la vidéo. Bon OK. visionnage. Bonjour Gilles, Bonjour. merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ce sujet, ce vaste sujet de la transition alimentaire. Oui, Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous donner ta vision de la transition alimentaire? Qu'est-ce que c'est la transition alimentaire? la transition, c'est d'aller d'un point A à un point B, on sait tous ça. Et de quoi on part? On part de l'alimentation du XXe siècle, et il faut comprendre que cette alimentation s'est considérablement améliorée au XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on est arrivé dans la société de la profusion alimentaire. Et ça, on ne sait pas très bien le gérer. On a des problèmes d'un modèle alimentaire qui est devenu trop riche, avec des modes de production dont on sait, dont on connaît les effets indésirables sur la dissémination de substances dans l'environnement, sur la perte de biodiversité, sur une qualité alimentaire qui n'est pas toujours au rendez-vous dans une grande partie de l'offre alimentaire. Cette profusion, elle aboutit à un truc qui fait qu'au début des années 2000, on a la moitié de la population en surpoids. Donc il y a vraiment quelque chose à réajuster et c'est vraiment la globalité du modèle alimentaire. On est face à un défi. Comment emmener ce modèle en transition vers autre chose? Produire autrement, distribuer autrement, acheter autrement, penser des menus autrement, cuisiner autrement, manger autrement, c'est tout un changement. Alors la transition alimentaire, c'est donc un défi culturel et puisque c'est un défi culturel, c'est une affaire d'éducation. C'est pas seulement la raison. On mange pas avec notre raison, on mange avec notre culture. Et je vais prendre un exemple, c'est celui de la viande, puisqu'on sait, on parle de décarboner ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a un sujet autour de la viande, et on sait que, par exemple, un repas avec de la viande de bœuf pèse assez lourd en carbone, et puis que si c'est de la volaille, c'est moins lourd, et puis si c'est un repas végétarien, ça peut être 7 à 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et le raccourci, ce serait de dire il faut être végétarien et c'est ça qui va sauver le climat. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on dit les effets délétères que les gens sont en mesure de changer leur pratique alimentaire. La notion du sang ne fonctionne pas en alimentation. Si on commence à dire ce qu'on enlève, tout le monde va penser il y a moins de goût, il y a moins de nutrition, il y a moins de satiété, il y a moins de plaisir. Et on va s'y prendre autrement pour ce changement culturel, et notamment pour que la viande retrouve, puisque c'est ça l'enjeu, c'est de retrouver un équilibre entre l'animal et le végétal. Et de refaire une place à des aliments végétaux, en fait, on va le faire par la découverte. Moi, je me trouve très fréquemment avec des groupes de cuisiniers, des groupes de particuliers, dont beaucoup sont pas très envie d'aller dans cette direction-là, d'une alimentation avec moins de viande. Et au fond, ça commence par une découverte autour d'une table de graines. On voit des légumineuses, ces graines à deux cotylédons avec des gousses. Partout où on les cultive, c'est des engrais qui nourrissent le sol. Et puis, c'est des aliments super intéressants, riches en fibres, etc. Et puis, on voit ces céréales, c'est ce qui pousse en épis ou en grappes. Et puis, on commence à regarder et puis à associer ça avec les cuisines du monde et s'apercevoir que partout sur la planète, les repas sont constitués de ça, ce sont des sources de protéines extrêmement économiques, et que on peut valoriser ça avec des techniques culinaires qui font que on va par exemple préparer les légumes en comprenant ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire étuver des légumes, faire suer des légumes, mais qu'on peut avoir du plaisir dans des plats qui sont tout à fait rassasiants, qui ont de la couleur, etc. Et au fond, c'est par cette découverte
techniques, sensorielles, cognitives, mais aussi, par exemple, en faisant des gâteaux avec des légumineuses. Hein, on prend des haricots, on prend des pois chiches, des lentilles, et on s'aperçoit que très vite, on peut faire un bon gâteau au chocolat, au citron, à d'autres parfums, en version cake sucrée. Et puis, ça se fait très très vite, ça se fait très très vite à la maison, ça se fait très très vite dans une cantine. Et c'est une vraie valeur ajoutée. C'est parce qu'on montre qu'il y a une valeur ajoutée aux alternatives, avec du plaisir, avec de la praticité, avec de l'économie, que les gens se mettent en mouvement et que dans leur alimentation, il va y avoir moins de viande, et quand il y aura de la viande, ils vont choisir que ce soit de la bonne. C'est donc pas une approche injonctive, c'est une approche de transition culturelle. Donc la transition alimentaire, c'est une ouverture vers une diversité alimentaire. Et dans cette diversité, on aura des solutions pour l'environnement, pour la santé, pour tout un tas de choses. C'est une clé intéressante, effectivement, d'aller sur cette transition avec une dimension plaisir. Tu nous donnes une clé sur la viande. Comment est-ce qu'on peut avoir moins de viande tout en ayant beaucoup de plaisir pour manger? Est-ce que tu as d'autres clés qui puissent illustrer cette alimentation durable? C'est quoi les clés d'un déjeuner durable? Alors, déjà, il faut définir un peu les termes. Quand on dit durable, on connaît le développement durable, l'économie, l'humain, le social, voilà. Et l'environnement, c'est de lier tout ça. Alors, la définition de l'alimentation durable par l'ONU, c'est bon pour la santé, bon pour la biodiversité et l'environnement, bon pour les systèmes sociaux, accessible économiquement, mais aussi accessible culturellement. Et quand on a tout ça, on peut avoir une alimentation durable. C'est pas si évident. Hein. Souvent, la culture, c'est de dire, voilà, déjà, si les gens ont à manger, on verra l'équilibre alimentaire plus tard, on verra le bio plus tard. Et on va résoudre cette équation par la cuisine. Moi, je montre souvent, par exemple, une rillette de poisson. Dans la version traditionnelle, c'est 70% de poisson et 30% de matière grasse, de beurre ou de crème. Eh ben, on commence à faire des rillettes où, avec finalement assez peu de poisson pêche durable, de la sardine, on va mettre ça 40% de haricots, et puis on va mettre peu d'une bonne crème fraîche, un peu de citron, d'échalote, et avec ça, on a une rillette de poisson qui a 100% goût de poisson, et qui match avec toutes les facettes de la... C'est bon pour la santé, c'est accessible économiquement, c'est un produit connu, c'est une rillette de poisson, ça fait manger des légumineuses, enfin, on match avec tout. Et c'est parce qu'on a eu une autre approche de la cuisine. Mais finalement, dans le quotidien, un repas, un déjeuner durable, ça se concrétise en fait dans la vision que les gens ont d'un bien manger. Et quand on demande aux gens, c'est quoi bien manger pour toi, on s'aperçoit que tout ce que les gens disent dans tous les milieux, j'ai fait ça plus de 1000 fois dans différentes situations, des conférences, des formations, des interventions un peu partout en France. En fait, on s'aperçoit que quand on demande aux gens c'est quoi bien manger, les représentations sont très inclusives. Il y a toujours des mots qui qualifient. Déjà, il faut des bons produits. Alors, on peut aller déjà vers des produits de meilleure qualité. Chacun va pouvoir y aller à son rythme, un peu plus frais, un peu plus local, un peu plus brut. Enfin voilà, tout ça. Et puis, la deuxième chose, c'est la façon dont c'est transformé. Respecter le produit, faire en sorte qu'il ne perde pas trop de qualité nutritionnelle en cuisson, en transformation, bien l'associer, que ce soit digeste, que ce soit appétissant, valorisé, etc. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la diversité. C'est de faire en sorte qu'il y ait une diversité alimentaire et pas manger toujours pareil. Et le quatrième élément, c'est aussi les dimensions non alimentaires, c'est-à-dire par exemple que le déjeuner soit agréable, qu'on ait suffisamment de temps, qu'on puisse s'arrêter. Alors déjà, ça paraît une équation compliquée, mais dans le temps dont on dispose, j'aimerais juste insister sur, par exemple, la diversité comme élément d'une alimentation quotidienne, durable, d'un déjeuner. Au fond, d'abord, il n'y aura pas de déjeuner idéal. C'est parce que c'est dans le temps qu'on va faire un équilibre et qu'on va faire une alimentation qui est soutenable, agréable, accessible, etc., etc. Mais la diversité, c'est par exemple de comprendre que ce qui ne fonctionne pas en termes d'environnement, de durable, c'est le trop d'un même type d'aliment. On n'est pas malade de manger de la viande, on n'est pas malade de manger du gras, du sucre ou des aliments ultra transformés, on est malade de manger tellement comme ça que les autres aliments n'ont plus assez de place. Par exemple, on mange trop de viande ou la viande a pris une place importante et on n'a plus assez de ces féculents riches en fibres, ces légumineuses, ces céréales complètes. Et au fond, l'idée, c'est de rebattre les cartes. Et en disant, mais c'est dans la diversité des aliments qu'on va répondre aux enjeux qui sont à la fois des enjeux de santé, mais aussi de mode de production soutenable.
avec cet équilibre entre le végétal, etc. Et puis la diversité des saisons, etc. Et ça peut se concrétiser par exemple dans une assiette un peu repas complet, qu'on appelle une assiette mosaïque, dans laquelle ici il y a un peu de crudité, ici il y a un peu de céréales cuites, ici il y a peut-être une petite tartinade ou un fromage, ici il y a une protéine, un peu de viande ou des œufs ou d'autres choses, et puis un peu de croquant, un peu de fondant, et des épices, et puis des choses plus douces. Et on fait une mosaïque comme ça à 5, 6, 7 éléments. Et c'est un repas, au fond, qui nous amène tout, et on s'aperçoit que c'est plus durable en termes de satiété, c'est-à-dire que les gens vont moins grignoter derrière, parce qu'ils ont eu une variété, plutôt que d'avoir tout du même type d'aliment. Et donc il y aura moins de prise de poids, il y aura une alimentation plus intéressante de ce point de vue-là. Et puis c'est une alimentation plus économique, parce que c'est pas beaucoup du même aliment cher, c'est plutôt différentes notes. D'un point de vue nutritionnel, c'est intéressant parce qu'on balaye, simplement en ayant une diversité de couleurs, de textures, on balaye aussi des apports nutritionnels différents. Et puis voilà, ça c'est une façon de voir. Et puis la diversité, elle se comprend aussi dans la façon de concevoir la cuisine. Dans la cuisine, souvent, on pense que la cuisine, ça se transmet par les recettes. Voilà, j'apprends une recette, je vais savoir faire des bons aliments, un bon repas. Ben, ce qu'on fait quand on fait une pédagogie culinaire de l'alimentation durable pour faire des repas durables, c'est plutôt montrer une approche qui n'est pas celle des recettes, mais des techniques, c'est-à-dire des modes opératoires. Comment je cuis une viande pour qu'elle soit bien cuite et qu'elle garde toutes ses propriétés. Comment je cuis des légumes, pareil, pour garder leurs propriétés. Comment je vais construire des plats très simples. Et ces plats très simples, ils sont génériques. Ça marche avec des haricots, ça marche avec des pois chiches, ça marche avec... Une méthode pour faire un sauté de volaille, les viandes les plus économiques, enfin un sauté de viande, les viandes les plus économiques, c'est une méthode générique qui va marcher pour du porc, pour du bœuf, pour de la volaille. Et les gens, ils ont juste besoin d'apprendre ça avec 4 ingrédients, de la viande, des carottes, des oignons, de l'eau, tout ça mesuré. Et une fois qu'ils comprennent ça, ils ont une liberté incroyable de le faire pour l'adapter à leur vie, à leur culture, au temps dont ils disposent. Et donc l'approche culinaire, elle est importante parce qu'elle doit laisser la liberté à chacun d'ajuster en fait cette durabilité à ce qu'il est, à ce qu'il aime, à ce que son environnement aime, à ce que la saison propose. Et donc ce qu'on va porter en cuisine pour cette diversité, pour ces repas durables, c'est la capacité en fait de décliner dans tous les contextes. C'est un accompagnement peut-être des salariés des entreprises. On s'adresse à des dirigeants d'entreprises qui ont envie d'accompagner cette transition, d'accompagner leurs salariés, de proposer peut-être des repas plus durables, plus divers, avec des produits plus locaux dans leurs entreprises. Selon toi, quels sont les leviers dont disposent justement ces dirigeants d'entreprises pour accompagner ça? Dans la notion de responsabilité, on parle de RSE, on parle de bien-être au travail, enfin tout un tas de choses dont on voit bien que ce sont des pistes de développement durable et soutenable de la vie économique. Et voilà. Je crois que c'est important pour des dirigeants, c'est de comprendre le besoin des générations actuelles d'être accompagnés pour que leur vie soit vivable. J'aime bien ce terme vivable parce que si on le traduit, c'est biologique, vivable, c'est les mêmes racines. Et en fait, c'est pas évident. Par exemple, sur cette histoire de la viande, faut comprendre qu'on a beaucoup de générations aujourd'hui pour qui c'est plus facile de servir une tranche de jambon, une saucisse, un steak haché. Comme c'est quotidien, on achète les moins bonnes qualités, simplement parce qu'on n'a pas les clés pour faire autrement. On n'a pas les clés pour faire aimer des légumes à des enfants, pour faire... Et donc de comprendre que l'accompagnement de ces générations actuelles qui sont dans le milieu salarié, milieu du travail, à avoir une vie qui les satisfasse en termes d'alimentation, en termes d'économie familiale, en termes de façon d'accompagner les enfants dans une éducation qui a du sens et qui a des valeurs, c'est de jouer un rôle de passeur, de découverte. Et moi, je vais donner 2 exemples. Ce qu'on peut faire de mieux avec des salariés, c'est des temps d'échange autour de buffets où on découvre des choses qui sont pratiques, faciles, accessibles, que chacun peut faire. Mais la clé, c'est d'abord que ce soit bon, avant de dire que ce soit bon, facile, économique, avant de dire que c'est bon pour l'environnement ou la santé. Et puis, d'aller visiter des fermes. Aller visiter une ferme,
Il y a tellement d'a priori sur le bio, sur le végétarien, c'est pas bon, ça n'a pas de goût, c'est pas rassasiant, le bio c'est trop cher, c'est pas accessible. Enfin, il y a un moment donné, rencontrer ce que c'est vraiment. Ça peut prendre l'aspect aussi d'ateliers culinaires, comme il y a des projets dans votre réseau. Et puis, j'aimerais ajouter que pour les entreprises qui sont engagées d'une façon ou d'une autre autour de l'alimentation, euh, c'est de comprendre la vraie valeur ajoutée qu'ils ont en termes de pédagogie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est un acteur de l'alimentation durable, avant d'être un producteur, avant d'être un cuisinier, avant d'être un restaurateur, un distributeur, on doit d'abord être des pédagogues. C'est-à-dire expliquer ce qu'on fait pour que les gens soient en capacité de se l'approprier. Et donc, je pense que la meilleure façon d'engager les salariés d'une entreprise comme ici, on est chez les Cotonantais, c'est c'est vraiment d'affirmer cette vocation pédagogique de l'entreprise, d'accueillir des gens. Ici, je crois qu'il y a un projet de ferme pédagogie, c'est extraordinaire. Alors, bon appétit. Bon, merci beaucoup Gilles, merci beaucoup de cette intervention et de ce montage. Je pense qu'on a eu quelque chose d'extrêmement riche et c'est une personne, je pense que il ne faudra pas hésiter à faire revenir une fois de plus, je dirais peut-être dans un cadre d'héros plus global, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Donc, je vais continuer sur le séminaire. Donc, vous avez compris que se nourrir est un levier important pour réduire son impact sur l'environnement. Et donc, les missions qu'on s'était données au niveau du chantier en transition alimentaire sont connaître les critères, je dirais, d'achat responsable, sensibiliser les salariés par les animations et favoriser l'alimentation durable. On a eu quelques idées là-dessus. Moi, je voudrais d'abord, avant de démarrer, remercier toutes les équipes qui ont travaillé, sont investies, parce que la réussite, je dirais, d'un séminaire et d'un webinaire comme ça, c'est l'addition de toutes ces personnes qui ont donné beaucoup de temps pour pouvoir construire ça. Donc, merci à Claire Dessachets d'Harmonie Mutuelle, merci à Amélie Porot de Vupar, merci à Beryl Rouillet de Gap 44, merci à Camille Demande de Cotonantais, merci beaucoup à Charlotte Bagard de B-Side, Émilie Guillou, qu'on va retrouver plus tard, le Zest en Plus, Eric Colli également, qu'on va retrouver, qui est spécialisé consultant RSE, Simon Dufour, BAM, Betty, bien entendu, Vergniaud de Pâtismatique et Betty et Marc, et Audrey Vidal des Cotonantais. Donc voilà, donc le déroulé s'est bien passé. Là, on a eu la vision du grand témoin, et maintenant je passe la parole, je dirais, au niveau de tout ce qui est tout ce qui est déjeuner, et on va pouvoir quelque part, Camille et Émilie, vous allez nous présenter un peu le lancement des défis. Je passe d'abord la parole à Camille Demand. Elle va présenter les défis et puis après Émilie reprendra pour un retour client sur les ateliers culinaires. Voilà. Merci Benoît. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, Benoît l'a déjà bien évoqué. L'objectif des chantiers, c'était donc de diminuer l'émission de gaz à effet de serre de nos entreprises. Et donc, dans ce groupe de travail, nous nous intéressons à l'axe de l'alimentation. Donc, tout d'abord, on a voulu définir une base, définir ce qu'était un déjeuner durable, c'est-à-dire donc faiblement émetteur de gaz à effet de serre, et puis d'avoir une définition qui soit commune à tous pour qu'on ait la même base après dans la suite de nos travaux. Donc, on reviendra sur cette définition-là, même si Gilles Davot l'a largement évoqué. Et une fois cela fait, nous avons identifié deux principaux leviers donc, pour agir sur l'alimentation en entreprise. D'une part, sensibiliser les salariés, donc c'est-à-dire les informer, susciter une prise de conscience et éveiller la curiosité des collaborateurs. Et tout cela dans l'objectif de ne pas les culpabiliser sur leurs habitudes alimentaires et de ne pas trop investir la sphère privée. Et d'autre part, rendre accessible aux salariés de l'entreprise une alimentation durable sur le long terme. Donc, voir comment l'entreprise peut s'emparer de ce sujet et proposer des solutions à ses salariés. Donc, nous sommes arrivés à ce visuel qui répond donc à la question « Qu'est-ce qu'un déjeuner durable ?» On s'est largement appuyé aussi sur les travaux de l'ADEME et du réseau Action Climat. Il s'agit ici des principaux leviers que chacun peut mettre en place, donc ce n'est pas du tout exhaustif. Mais l'objectif, c'était d'abord informer chaque salarié avec un visuel qui soit impactant.
et simple et que chacun puisse en fait se l'approprier. Donc, l'idée est ici de retenir les idées essentielles. Donc, on a notamment, donc, je reprends, mais Gilles Davot a vraiment largement fait le tour de ces leviers-là. Donc, manger local et de saison, acheter sans emballage ou en vrac, varier les sources de protéines, donc équilibrer les protéines animales et végétales, privilégier l'achat en circuit court et puis les produits bio et privilégier le fait maison avec des petits plus en entreprise, notamment pour tout ce qui est restauration donc collective, ajuster les quantités pour éviter le gaspillage et puis à la maison, cuisiner les restes et les parties d'aliments qu'on jette souvent. Donc ça peut être par exemple des fans de radis ou de carottes et acheter des fruits et légumes moches pour là encore éviter le gaspillage. Donc, une fois qu'on a défini cette base de qu'est-ce qu'un déjeuner durable, on a donc le premier levier qui est de sensibiliser les salariés, comme je le disais. Et donc, pour ce faire, nous sommes partis sur l'idée de défis inter-entreprises, dont je parlerai un peu plus précisément par la suite. Donc aujourd'hui, le webinaire est là pour informer de ces défis-là que nous allons mettre en place et des défis qui sont mis à disposition pour vos entreprises. Suite à ce webinaire, nous allons envoyer une liste plus complète des défis. J'en reparlerai après, mais on va faire un focus sur 2 défis. Et donc, suite à ce webinaire, on vous enverra la liste complète des défis avec un lien vers une inscription. Et donc, si vous êtes intéressé, et on espère que vous le serez, on vous invitera à rejoindre le groupe d'expérimentation des défis transition alimentaire. Et si ce n'est pas le cas, d'autres chantiers seront là. Donc, nous avons identifié 6 défis pour effectuer cette transition alimentaire en entreprise. Ces 6 défis permettent donc d'informer et sensibiliser aux enjeux de l'alimentation, de donner les clés à vos collaborateurs pour mieux manger au quotidien, et puis de créer une dynamique de groupe en partageant un moment convivial. Donc, ces défis sont l'occasion de créer une émulation autour de défis ludiques. On a vraiment voulu ces défis comme quelque chose de ludique qui sont partagés par tous les DRO. Et juste pour revenir sur cette diapo-là, je précise bien, donc on a identifié 6 défis qui sont facilement réalisables dès maintenant. Non, on a identifié 6 défis en tout, dont 2 qui sont facilement réalisables dès maintenant. Et c'est sur ces 2-là que nous allons revenir et insister pour la suite des événements. Donc, le premier défi, donnons-nous les outils pour un déjeuner durable, c'est-à-dire avoir des outils concrets à disposition pour préparer un déjeuner durable. Donc, c'est en fait tout simplement afficher le visuel que j'ai présenté juste avant, donc l'assiette avec les principaux critères d'un déjeuner durable, afficher ce visuel-là en salle de pause dans vos entreprises ou à l'endroit que vous jugez le plus approprié dans vos entreprises pour que les salariés aient accès à ces outils, à ce qu'on a appelé trucs et astuces, et qu'ils puissent s'en emparer facilement et le reproduire ensuite chez eux. Donc ça, c'est très simple et rapide à mettre en place. Il suffit vraiment d'afficher ce visuel-là et c'est sur simple demande auprès de l'une de nous. Donc on a remis les contacts en bas de slide voilà, pour que nous puissions vous les fournir sur simple demande. Autre défi, et donc c'est là où je vais passer la parole à Émilie, qui est réalisable à distance ou en présentiel, donc les ateliers culinaires. Et donc je laisse Émilie présenter ces défis. Merci Camille. Oui, donc moi, j'ai très rapidement, en 2018, j'ai créé le Zest en Plus. Et notamment, au tout début, j'ai rencontré Gilles Davot. Et depuis, c'est un peu, comme j'aime bien l'appeler, mon mentor. Il rigolerait s'il m'entendait. Mais voilà, moi, il m'a beaucoup inspirée il parlait tout à l'heure de pédagogie autour de la transition alimentaire.
Et aujourd'hui, avec le Zest en Plus, c'est vraiment ça notre vocation, c'est de transmettre au plus grand nombre quelques techniques, quelques clés pour mieux manger au quotidien. Et donc, on a mis en place des ateliers culinaires, notamment au sein des entreprises, que ce soit auprès des équipes directement ou auprès des CSE. Et on s'est dit que ça, c'était bien de le proposer, en tout cas, dans le cadre du chantier transition alimentaire DRO. Donc voilà, nous, on a des très bons retours là-dessus. On a travaillé avec quelques entreprises de DRO comme Airbus. On va travailler avec Airbus samedi prochain. TMC Innovation, on va travailler aussi avec eux la semaine prochaine. Et sinon, on a travaillé avec le CNAM, avec Manitou il y a quelques temps de ça déjà, CSE, voilà. On a quelques DRO qui ont testé ce que c'était qu'un défi autour de cuisiner ensemble et cuisiner durable. Et ce qu'on ressort, en tout cas, c'est de la convivialité, comme disait Camille tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut partager à travers ces défis, c'est de la convivialité et c'est ce qui ressort beaucoup. De la simplicité et de la découverte. Gilles a beaucoup insisté sur le mot découverte et c'est aussi ça qui est important dans ces moments-là. Et puis les astuces, les trucs et astuces pour mieux manger au quotidien, en fait, c'est l'occasion de voir quelques techniques facilement reproductibles et non pas se fier à la recette, comme disait Gilles, mais plutôt à des techniques pour après s'approprier des plats un petit peu génériques voilà, autour de thématiques de l'alimentation durable. Donc, ça peut être, par exemple, on a mis des exemples, équilibrer une assiette sans viande, il y a cuisiner un repas zéro gaspille, préparer sa lunchbox, voilà. Il y a tout plein de thématiques au sein de ce défi. Je te laisse la main, Camille, pour la suite. Oui, merci, Émilie. Donc voilà, l'idée, merci, c'est à travers ces défis, vraiment de sensibiliser et d'informer les salariés. Donc là, on en a présenté 2 sur les 6 que nous avons identifiés. Donc on vous fera parvenir l'ensemble des défis que nous avons identifiés et que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre entreprise. Et donc, l'objectif est d'amener les salariés à prendre conscience des enjeux et d'être acteurs de ce changement-là. Maintenant, on va parler aussi du travail du groupe accessibilité. Donc, comme je disais, on a identifié 2 leviers, sensibiliser d'une part et puis rendre accessible d'autre part cette alimentation durable au sein de l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Eric. Merci Camille et puis merci Émilie. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette présentation qui campe les enjeux de l'alimentation dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette première partie qui lance aussi la dynamique au sein des DRO avec les défis du chantier transition alimentaire pour permettre aux salariés de s'approprier les enjeux et de se mettre en mouvement. Et là, on aborde la deuxième partie de ce chantier-là, qui est la partie accessibilité de la transition alimentaire, et qui traite à la fois d'une démarche sur du plus long terme pour les entreprises, en intégrant des critères de restauration durable, des labels que l'on va vous présenter, et aussi des initiatives possibles entre DRO pour mutualiser cette démarche. Alors, de quoi parlons-nous ? Eh bien, tout simplement, mais c'est bien de se le rappeler, que la restauration en entreprise, ça peut être un événement d'entreprise qui embarque de la restauration, un after-work, une célébration, un déjeuner de travail ou un petit déjeuner aussi d'équipe. Mais ça peut être aussi une prestation de restauration, c'est-à-dire un référencement d'un prestataire pour un lieu de restauration ou un coin snack, et également, parce que ça relève de la démarche individuelle, des salariés qui vont déjeuner au restaurant à l'extérieur ou à un food truck et pour lesquels il est bien d'avoir en tête ces critères d'une alimentation responsable, critères que vous retrouverez parce que vous commanderez la fiche pour remplir votre premier défi. Ça semble être effectivement très
faisable et c'est bien pour l'ensemble de la pédagogie du travail. À travers l'assiette et le schéma qui vous a été présenté, on a bien l'ensemble des critères à avoir à l'esprit. Si on descend un peu dans la partie événementielle, il y a la partie alimentation, la partie produit, que ce soit boissons, ingrédients ou produits élaborés. Et à l'intérieur, il y a 2 aspects à avoir en tête. Le détail vous sera donné dans le livrable, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a la qualité intrinsèque des produits. Et là, on rejoint les points qu'évoquait Gilles à l'instant, la saison, le rééquilibrage entre le végétal et la viande, le fait maison, les clean labels. Et il y a aussi la partie écosystème qu'il y a derrière les produits. Et là, on rejoint les circuits courts ou le local, avec peut-être se donner comme objectif d'avoir un intermédiaire maximum, commander la juste quantité pour éviter d'avoir du gaspillage. On peut même aller jusqu'à penser à l'insertion sociale qu'il y a chez certains prestataires de services. Insertion sociale pour les travailleurs handicapés, pour des personnes qui se sont éloignées de l'emploi et que l'on accompagne dans l'emploi. L'insertion dans le marché du travail des jeunes diplômés, bref, cette dimension-là peut faire aussi potentiellement partie de ces critères à avoir à l'esprit. Il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est ce que l'on ne consomme pas, encore que ça peut être du jetable, c'est tout ce qui est contenant et accessoires. Parce que c'est bien de se rappeler que le premier, l'emballage qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, dans vos commandes de restauration événementielle, c'est bien d'avoir à l'esprit que viser les zéro plastique, c'est pas mal. Par exemple, en ayant une vaisselle réutilisable, du verre, de la porcelaine, de l'inox, ou aussi du recyclable, si c'est du jetable, donc du carton ou du bois. Et in fine, dans le dernier cran, à minima que ça soit compostable. Vous pouvez peut-être aussi imaginer, en fonction de l'organisation de votre entreprise, d'avoir votre propre vaisselle, ce qui vous permet d'avoir un fond que vous réutilisez et ce qui évite cette logique de contenant jetable ou moins responsable. Et puis, si l'on continue dans la présentation, pour passer à la diapositive suivante, on a aussi repéré dans le cadre de nos recherches à la fois des prestataires qui sont dans une logique d'alimentation durable et de logique éco-responsable. Alors vous en connaissez forcément quelques-uns puisqu'il y a des DRO dans la salle. Dans l'événementiel ou dans les food trucks, on retrouve le Carré des Délices de Sébastien Payen, on retrouve les paniers bio des Cotonantais qui relèvent de cette démarche-là, qui sont des prestataires possibles dans une logique responsable et vertueuse. Et on a aussi trouvé un label régional qui s'appelle Eco-Food List. Là aussi, vous aurez les liens dans le livrable. Ce label régional référence à peu près 25 prestataires, tant en traiteur qu'en food truck, sur une base de 10 critères éco-responsables, ce qui là vous donne des clés de lecture pour passer une commande d'un événement responsable dans votre entreprise. C'est un label porté par l'association qui s'appelle Rêve, comme événement éco-responsable, lui-même soutenu par l'ADEME, donc c'est robuste. Et puis pour finir sur ce que j'évoquais au début, la partie déjeuner, que l'on soit en déjeuner extérieur en tant que salarié, on a là aussi repéré des labels qui répertorient des restaurants ou des food trucks ou des snacks qui ont des démarches responsables. Pour ne citer que les premiers, Ecotable, Green Food ou Place to Bio, qui permettent aussi du coup aux salariés qui le souhaitent, mais c'est aussi la logique de rentrer en mouvement, de choisir pour sa restauration du midi des lieux, et on en a trouvé plein sur l'agglo et plus largement sur la région nantaise, des restaurants qui rentrent dans cette logique-là, avec des critères sociaux, environnementaux et sociétaux. Et enfin, la prestation en entreprise, là aussi, il y a des DRO bien engagés et que vous connaissez, que ce soit Équibé dans la distribution automatique ou Restoria dans la restauration d'entreprise, ou BAM, dont on a un représentant qui va prendre la parole tout de suite à suivre avec Simon, Bon à manger ensemble.
et d'autres intervenants également qui sont dans une logique de prestation éco-responsable. Donc voilà pour vous donner quelques clés de lecture et aussi des clés de critères, enfin des critères de sélection à travers des labels pour vous permettre de rentrer dans une logique de choix éclairé. Et c'est maintenant Simon qui prend la suite et qui va vous présenter la deuxième partie de ce chapitre, accessibilité. Merci Eric. Bonsoir à tous. Effectivement, sur la partie accessibilité, on a tous en tête qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de DRO qui cherchent des solutions de restauration plus durables. On a voulu apporter notre pierre à l'édifice en parlant un peu coopération, mutualisation des solutions. On a essayé d'outiller un peu tout ça. Vous voyez une carte, vous voyez des chiffres. 126, c'est le nombre de... Simon peut parler un peu plus fort, Simon. Oui, pas de problème. Est-ce que c'est mieux? Nettement mieux. Ok, très bien. 126, c'est le nombre d'adhérents DRO sur le 44. Ça fait, vous êtes nombreux. 80 000, c'est le nombre de déjeuners par jour qui seraient consommés dans vos entreprises. Donc, on se rend compte que ces 80 000, non seulement c'est un levier assez considérable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si voilà, les employeurs ne sont pas responsables non plus de ces émissions, mais c'est surtout un levier considérable pour accompagner les salariés à mieux manger. Effectivement, on a parlé de sensibilisation, des ateliers cuisine, de sensibiliser aux critères d'un déjeuner durable, etc. Comme le disait Gilles Davot, découvrir, expérimenter un déjeuner en entreprise, c'est aussi un fantastique moyen pour accompagner ses salariés. Donc, proposer des déjeuners durables, c'est un très bon exemple. Sur cette base-là, on a voulu mettre un peu des chiffres. Et donc, on a réalisé une cartographie, une enquête que vous avez peut-être vue, à laquelle vous avez peut-être répondu. Il y a 80 membres des héros qui ont répondu. Sur la carte, donc c'est ceux qui sont en couleur, en rouge, en vert, en jaune. Et puis donc les membres qui n'ont pas encore répondu, dont on espère avoir des réponses prochainement, sont donc les points d'interrogation. Ça nous a permis de cartographier tous les DRO et d'identifier quelles étaient leurs problématiques en termes de solutions de restauration. On se rend compte donc d'une part qu'il y a des situations très diverses par rapport à l'accessibilité des salariés aux solutions de restauration, et d'autre part qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en recherche de solutions. Donc les situations diverses, c'est il y a des DRO qui ont déjà des solutions internes de plus ou moins bonne qualité, voilà, donc des restaurants d'entreprise, des frigo connectés, etc. Des DRO qui ont des solutions qui sont accessibles à pied, qui là encore une fois sont plus ou moins satisfaisantes, mais voilà, au moins les salariés ont une solution pour déjeuner les jours où ils n'aiment pas leur gamelle. Et puis il y a également des membres des héros qui n'ont pas de solution, ou du moins les salariés de ces entreprises n'ont pas de solution. Parmi ces trois typologies d'entreprises, il y en a beaucoup qui sont en recherche de solutions de restauration plus qualitatives, potentiellement voilà, avec moins d'emballage, avec des produits plus locaux, plus de faits maison, etc. Et on s'est dit, et c'est là où on aimerait expérimenter des choses, et on va citer un exemple d'une entreprise qui est déjà en expérimentation, pousser à la coopération. Voilà. Il y a certainement sur vos territoires, si vous vous reconnaissez dans cette situation, d'autres entreprises, d'autres membres des RO qui sont dans cette situation et qui peut-être pourraient partager des bonnes pratiques ou peut-être même partager une solution de restauration à mutualiser. Voilà. Cette carte-là sera bien sûr accessible dans le PowerPoint qui vous sera transféré par la suite, et vous pourrez voilà, aller voir dans votre zone qui sont vos voisins et quels sont leurs besoins. Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui ont, voilà, c'est ça, qui ont initié quelque chose. Alors, Hugues de HLP ne souhaiterait pas que je le cite en exemple de la RSE, etc. Il n'empêche que voilà, HLP Audit travaille à fournir à ses salariés une solution responsable et mutualisée. Donc HLP, je rappelle, ils sont situés à Chantenay.
Ils se sont mis en route pour apporter une solution de restauration à leurs salariés sur le constat que ils avaient envie de les amener vers du mieux manger, entre guillemets, donc avec une solution zéro déchet, avec des plats avec des produits frais et locaux. Et puis avec le constat également que sur la zone, il y avait d'autres entreprises qui avaient ces besoins-là, donc qui potentiellement pourraient être intéressées pour mutualiser une solution. Alors, bien évidemment, déjà, la solution n'est pas encore en place. C'est un travail qui est initié, donc en l'occurrence avec BAM, Boire, Manger Ensemble. C'est évidemment une solution qui est complexe à mettre en œuvre, hein, bien évidemment, parce qu'il y a la problématique de trouver des locaux pour mutualiser un espace, l'accès à ces espaces, etc. Mais ça nous semblait intéressant d'en parler, voilà, parce qu'il y a effectivement des membres des héros qui se mettent en route, qui cheminent et qui expérimentent. Si on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc là c'était juste un petit exemple interactif de ce qu'on pouvait faire avec la carte, aller zoomer sur une zone. Donc voilà, donc on se rend bien compte que HLP n'est pas le seul membre des héros à chercher des solutions de restauration pour réduire l'impact des déjeuners des héros en termes de gaz à effet de serre, et aussi, voilà, on le rappelle, pour accompagner les salariés, pour montrer que c'est possible, pour illustrer peut-être ce qu'est-ce qu'un déjeuner durable, et après potentiellement pouvoir le reproduire chez soi, acquérir certains réflexes. Ce qu'on souhaiterait à travers ce chantier, c'est pouvoir accompagner, expérimenter. Alors, on se rend compte qu'il y a peut-être deux types d'expérimentation qui s'adressent à deux types de membres des héros différents, des membres des héros qui ont déjà une solution en interne, auquel cas il y a peut-être un travail qui est déjà fait ou qui peut être réalisé pour déjà valider le fait que les critères durables qui ont été présentés en début de séminaire par Camille sont effectivement respectés dans les déjeuners qui sont proposés aux salariés. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une dynamique de circuit court, une dynamique d'approvisionnement local? Est-ce qu'on est vraiment sur des plats préparés sur place et non pas du surgelé? Est-ce qu'on est sur une dynamique zéro déchet, etc. Voilà, donc il y a déjà toute cette liste-là qui peut être validée. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des membres des héros qui ouvraient leur solution de restauration à des salariés d'autres employeurs des héros qui, eux, avaient un besoin d'une solution. En l'occurrence, ce sont surtout des restaurants d'entreprise qui peuvent être ouverts. Et il nous semble que la cartographie qui a été réalisée est de nature à peut-être amplifier ce partage de solutions. Voilà, tout comme on sait qu'il y a des membres des héros qui ont travaillé à ouvrir leur bureau à d'autres employés pour réduire les temps de transport. Est-ce que l'ouverture de restaurants d'entreprise peut aussi être assimilée à ça et permettre à des salariés d'autres membres des héros d'accéder à une solution déjeuner durable? Et puis, comme on le disait, il y a donc c'est parmi les membres des héros qui n'ont pas de solution et qui auraient besoin d'une solution de restauration durable, il y a cette possibilité de mutualiser, de travailler avec ses voisins pour s'équiper, peut-être juste pour échanger des bonnes pratiques, mais aussi peut-être pour mettre en place une solution mutualisée de restauration. Voilà, donc l'ambition vraiment sur ce chantier-là, et on peut passer sur la slide d'après parce que ça exprime assez bien. Aujourd'hui, on vous présente les actions pour lancer les travaux, des possibilités en termes de sensibilisation à travers les défis. On va vous envoyer une présentation qui est plus étoffée avec l'intégralité des défis et puis un petit peu plus de billes également sur la dimension accessibilité. Ce qu'on souhaiterait réellement, c'est pouvoir embarquer pour expérimenter. Voilà. Donc, expérimenter les défis qui sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Voilà, il y en a qui sont très très simples et réalisables dès maintenant. Et puis expérimenter également sur cette dimension accessibilité. Sur la partie événement d'entreprise, on va vous transmettre un certain nombre de critères qui peut faire office de checklist quand vous organisez un événement d'entreprise. Et puis également sur les solutions de déjeuner, expérimenter pour coopérer avec vos voisins des héros, voire mettre en place des solutions mutualisées pour accompagner vraiment les salariés vers ce mieux manger et vers moins d'émissions de gaz à effet de serre à travers leur déjeuner.
Et pour rejoindre du coup ces expérimentations, c'est Léo votre contact. Très bien. Merci beaucoup, Simon, de cette présentation et de ça. Donc voilà, je pense qu'on arrive, on a essayé de vous faire montrer un tout petit peu où on pouvait aller au niveau de cette transition alimentaire et sur un nombre de défis qu'on mettra en place pour avoir, entre autres, comme premier exemple, le déjeuner durable. Je pense que suite à ce que vous venez de voir, chaque entreprise peut s'engager sur ces défis de l'alimentation. Hein, les membres du chantier sont un peu là pour répondre à vos questions si besoin. Et moi, tout ce qu'on peut souhaiter à travers les travaux qui ont été réalisés par l'équipe, c'est vraiment que vous pourriez rentrer dans une espèce de phase d'expérimentation de ce chantier et que ça puisse se faire dans vos entreprises. Euh, Honnêtement, la première chose, je pense, je ne sais pas si on peut le remettre à l'écran, Léo, mais c'est le poster là qui a été conçu avec tous les petits détails. Ça serait super que chaque dirigeant DRO puisse quelque part s'engager à, à avoir ce poster qui est dans chaque entreprise pour que celui-là, non, c'est un peu, ouais, voilà, non, c'était le poster en question, il va revenir, le poster, de façon que quelque part, les gens puissent tous les jours, voilà, il va trop vite là, il est vachement speed aujourd'hui, Léo. Hein. Donc, c'est important que ce poster-là puisse être mis, je dirais, ou soit dans les salles de pause. Voilà, c'est parfait. Les clés du déjeuner durable. Déjà ça, si ça peut être mis partout, c'est génial parce que ça permettra à chacun de s'approprier cette idée quelque part, que ce soit chez soi, dans l'entreprise, pour avoir un déjeuner durable et automatiquement contribuer, je dirais, à un impact sur la diminution des gaz d'effet de serre. Voilà ce qu'on peut conclure. Moi, je tenais à vous remercier tous, remercier l'équipe pour le travail de fond. J'ai repris ça en saison, mais on voit le travail remarquable qui a été fait par tout le monde. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui pour d'avoir écouté ce séminaire. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Les équipes qui sont maintenant des vrais experts, là, ils seraient tout à fait prêts à vous répondre. Sinon, on vous enverra tous les éléments qui vous permettraient par la suite de les recontacter. Et de surtout, ce qu'on disait, c'est de pouvoir maintenant, quelque part, mettre tout ça en pratique et rentrer dans une phase d'expérimentation. Voilà. Alors, qui éventuellement a une petite question? S'il n'y a pas de question, on ira plus loin, mais il y a peut-être des questions. Oui, bonjour. Pour récupérer du coup la fiche, on peut l'imprimer par nous-mêmes ou est-ce que vous avez déjà ou quelqu'un qui s'est occupé de faire des affiches? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous l'a dessiné quand même, cette affiche. Oui, je vais répondre. Merci pour la question. Donc, en fait, sur simple demande, on a mis les mails là des 4 interlocutrices que vous pouvez contacter. On vous enverra un format PDF de cette affiche-là. Et puis, voilà, en format A3, elle est tout à fait lisible et c'est comme ça qu'on conseille d'ailleurs de l'afficher. Alors, je vais plus loin. Hein. S'il y a un intérêt vraiment important et que c'est un projet qui peut être repris d'héros en global, on peut tout à fait également organiser l'impression, je dirais vraiment d'un poster un peu plus grand. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de souci pour qu'on fasse les frais, qu'on fasse imprimer ça. Et comme ça sera à disposition nos futurs 150 membres d'héros, comme dirait Lionel. Donc voilà, donc ça serait pas mal, on pourrait faire ça aussi sans souci. Merci. D'autres questions? Est-ce que je peux intervenir? Dominique Barraud, Nantes Métropole. Bien entendu, avec grand plaisir. Bonjour mesdames, messieurs. D'abord, super boulot, je trouve ça très intéressant. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'entre vous, on n'a pas suffisamment l'habitude de travailler ensemble, même si on a pu échanger récemment avec quelques-uns, avec Léo en particulier. Alors moi, j'anime le projet alimentaire territorial pour Nantes Métropole, donc je trouve ça assez passionnant. Il y aurait plein de choses à dire autour et plein de choses à développer. Je vais me permettre juste une petite remarque et une ouverture. La remarque, c'est que votre cartographie sur l'emplacement des différentes entreprises et du lien avec les services de proximité, là, je la trouve très intéressante et elle pourrait, peut-être ça a déjà été fait, sinon je vous inviterai à partager et à échanger avec mon collègue Nicolas Bosflug qui travaille sur Carte au quartier.
ville de Nantes et qui a vocation à grandir à l'échelle de l'agglo et qui pourrait parfaitement compiler ce type d'informations avec d'autres complémentaires. Bon, je pourrais vous en dire plus ou il pourra vous en dire plus si nécessaire. L'ouverture que je voulais faire, c'est que nous organiserons l'année prochaine, en septembre, les assises nationales de l'alimentation durable et de l'agroécologie et que on essaiera de valoriser assez largement le projet alimentaire territorial, mais pas que, et que dans des PAT qui sont traditionnellement plutôt portés par des acteurs collectivités publiques ou par des réseaux associatifs, eh ben, d'avoir ce genre de contribution émanant des réseaux d'entreprise, c'est super. Et ça permet de quitter, enfin de sortir de cette espèce d'opposition stérile qu'on entend encore des fois entre les gentils défenseurs de l'intérêt général et les méchantes entreprises avides de profit, et vous voyez bien ce que je veux dire. Là, on a une parfaite démonstration que le monde de l'entreprise peut réfléchir, proposer des choses, mettre en œuvre des choses. Et si jamais ça vous intéresse, là aussi, on en avait un peu parlé avec Léo, mais je peux que vous inciter à proposer une forme de contribution dans je ne sais quel futur atelier, table ronde, plénière, machin, à l'occasion de ces assises de l'alimentation durable et de l'agroécologie. Voilà, donc je suis à votre entière disposition pour approfondir cette perspective. Ce sera avec grand plaisir. Et félicitations encore une fois. Oui, merci beaucoup de cette intervention, c'est très intéressant. On va sûrement rebondir sur votre proposition, hein, ne vous en faites pas, parce que bon, il y a certaines personnes là-dedans qui ont des vraies connaissances et cet échange pourra être extrêmement riche. Et puis pour notre part, et dans mon cas entre autres, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est durable, je dirais tout ce qui est agroécologie nous intéresse beaucoup. Donc également, on peut combiner un nombre de choses avec tout ça, mais on va essayer d'organiser une réunion là entre les acteurs de la commission et avec votre proposition. Et merci parce que ça me paraît très intéressant. Et tout à l'heure, j'étais aussi à la Cité des Congrès avec Denika et on cherchait à avoir des activités qui sont vraiment des activités leaders pour notre région. Et je suis très heureux de découvrir que vous allez organiser ces assises-là parce que ça me paraît quelque chose de très important pour notre société. Voilà ce que je voulais rajouter en tout cas. Merci de votre intervention. C'est dommage, vous aviez juste à traverser la route, on aurait pu échanger en direct. Oui, absolument. Bon, d'autres questions, d'autres suggestions? Je vois des noms arriver. David, non? Non, mais je faisais la blague, compte tenu de la richesse de ce que vous avez fait, qui donne vraiment envie, tiens, au-delà de la pertinence, au-delà du côté graphique, ce que je constate, c'est mon envie de déjeuner et de dîner avec vous, en fait. Et donc, rien que pour ça, un très, très grand merci. Et donc, je propose que les futures réunions qui pourraient avoir lieu avec notamment Nantes Métropole, avec qui nous échangeons sur l'ensemble des chantiers, se passent à table. Voilà. On le souhaite tous de tout cœur et rapidement. D'autres questions, d'autres petits commentaires, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci, on est entre nous. Vivement demain. Exactement. D'autres petites choses, non? Voilà, donc pas d'autres personnes qui veulent intervenir? Non, impeccable. Écoutez, il est exactement 18h, donc voilà, donc un engagement des héros, quand on fait quelque chose, on essaye vraiment de respecter les horaires parce que tout le monde a d'autres responsabilités et d'autres activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient familiales, tout ça joue un très grand rôle au sein des DRO. Donc merci à vous tous de votre participation active. Encore merci à toutes ces équipes du chantier transition alimentaire qui ont fait un super boulot. Et merci à Léo et Magali pour les accompagnements pendant toutes ces réunions qui nous ont permis de créer quelque chose de sympa pour tous les DRO. Voilà. Bonne soirée à vous tous et au plaisir de vous revoir tous très bientôt en pleine forme et en présentiel. Voilà. Merci. À bientôt.